Bien, aujourd'hui, on va reprendre comme philosophe Nietzsche et comme psychanalyste Alfred Adler. Attention, psychanalyste au départ, c'est un disciple de Freud. Après quelques années, les idées d'Adler ne sont absolument pas acceptées par Freud et il est obligé de se séparer de Freud. Il y a la première grande scission au sein des plus proches de Freud et Alfred Adler va créer sa propre école qui est la psychologie analytique. Mais au départ, c'est un psychanalyste. Il faut aussi préciser que la notion qui va nous intéresser nous permettra de mettre en perspective Nietzsche et Alfred Adler, qui est la volonté de puissance, est une exception dans le domaine de la philosophie et de la psychologie, une exception où une notion qui est centrale pour l'un, pour le philosophe qui est Nietzsche, et dans le domaine de la psychologie, eh bien, c'est la même notion qui est centrale pour les deux. Donc, c'est la volonté de puissance, comme on verra bien, est centrale dans la pensée de Nietzsche et elle est également centrale dans la pensée de Alfred Adler, avec quelques petites différences qu'on va voir par après. On va commencer par Nietzsche. Bon, qu'est-ce que c'est que la volonté de puissance? Nietzsche ne nous donne pas une définition précise. Il va énoncer une série d'aphorismes dont on peut en tirer certaines conclusions et certaines, comme ça, présentations assez même succinctes, très brèves, de ce que c'est la volonté de puissance. Alors, la caractéristique de la volonté de puissance, c'est la domination, dominer. Ce qui est très important à préciser, c'est que cette domination, elle est à la fois dedans et à la fois dehors. Qu'est-ce que ça veut bien dire? C'est une idée, par exemple, qui va se battre donc, au niveau du psychisme d'une personne. Parmi d'autres idées, il y en a une qui va avoir le dessus, qui va s'imposer, qui va dominer, qui va imposer sa propre ligne directrice sur toutes les autres pensées, les autres concepts d'une personne. Et cela vaut aussi pour l'extérieur. C'est plus facile à comprendre pour l'extérieur. La personne va vouloir imposer aux autres sa propre idée, ses propres comportements, ses propres actions. À l'intérieur, cela vaut aussi. Donc, parmi plusieurs idées, il y en a une qui va prendre le dessus, qui va s'imposer. Et quand elle va s'imposer, cette idée, elle va avoir cette tendance à égaliser, à simplifier, à rendre beaucoup plus simple et enlever toute une série de détails. Et cela vaut pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Ensuite, cette idée devient l'idée directrice, c'est-à-dire toutes les idées qui n'ont pas pu s'imposer vont participer à la réalisation de cette idée. Donc ça va devenir un des buts de sa propre vie, de son propre projet de vie. Et c'est en atteignant, en réalisant qu'il y a cette puissance qu'on ressent, cette volonté de puissance. Et à chaque fois, on veut sentir cette puissance, cette domination, et à chaque fois, on va vouloir se dépasser. Quand on obtient, on veut encore plus, un peu plus, et il y a une croissance continue. On va voir maintenant du côté de Alfred Adler. Donc, chez Adler, attention, la volonté de puissance n'est pas une donnée primordiale, n'est pas une donnée déjà présente. Ce qui est déjà présent, et il commence par l'enfant, c'est un psychanalyste au départ qui s'intéresse à la clinique, qui s'intéresse à ce qui se passe au niveau des patients, à leur enfance, et donc va observer aussi les enfants. Et il va se rendre compte que la plupart de ces patients vont raconter sa propre enfance avec des détails qui vont autour du sentiment d'infériorité. Ensuite, Adler va généraliser et va dire que c'est un sentiment, celui-là de d'infériorité, qui se retrouve chez tous les êtres humains quand ils sont petits. Parce que l'enfant, qu'il a envie de faire plein de choses, de vouloir aussi imposer comme ça des propres désirs, ne peut pas le faire parce qu'il est petit, et doit continuellement subir ce qui est
les ordres, ce qui est les envies des grands, et donc là sont une certaine infériorité de ne pas pouvoir s'exprimer comme il voudrait. Et cela, après, s'étend aussi envers ses propres camarades, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, quand il voit quelqu'un beaucoup plus fort que lui, et voilà que ça s'étend, mais au départ, c'est un sentiment d'infériorité, c'est un sentiment universel. De ce sentiment d'infériorité, dit Alfred Adler, naît le besoin, un besoin d'affirmer un sentiment du moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sentir le moi qui est fort. Donc, le besoin d'affirmer son propre sentiment de moi, et il peut y arriver grâce à la domination, ou bien en trouvant quelque chose qui peut le rendre supérieur. Et à partir de là, se construisent des buts, pour pouvoir extérioriser, percevoir cette puissance, ce sentiment de puissance qui, de plus en plus, permet de ne pas sentir, de étouffer complètement ce qui était au départ ce sentiment d'infériorité. Certainement, Adler est un clinicien. Ce qui lui intéresse, c'est de voir aussi, du côté des névroses, comment ça se présente. Et là, il va expliquer que l'enfant qui a ce sentiment d'infériorité, qui a besoin d'affirmer son propre sentiment du moi, va construire des buts chimériques. Alors qu'il y en a d'autres qui vont réussir effectivement à concrétiser un but qui permet de réaliser, de sentir cette puissance, cette supériorité, et grâce à leur capacité vont pouvoir se frayer le chemin dans la vie quand ils seront adultes. On va faire un petit exemple très simple qu'on peut retrouver facilement. Une petite fille qui n'est pas très jolie, elle se rend bien compte quand elle est à l'école, quand elle se voit vis-à-vis des autres petites filles, qu'elle n'est pas très jolie. Elle entend à la maison, les enfants ils sont toujours là à entendre, à percevoir beaucoup plus de ce qu'on pense, que sa maman, en parlant avec son papa, souligne sa laideur, qu'elle n'est pas très jolie. Et ça va confirmer, ça va renforcer ce sentiment d'infériorité, d'être laide, de ne pas très jolie. Et à partir de là, voilà, qu'est-ce qui peut se passer comme formation de but, d'objectif, pour pouvoir affirmer ce sentiment, le sentiment du moi. Eh bien, ce serait une construction d'une fantaisie, donc un but chimérique. Ce serait, dans cette fantaisie, elle se trouve comme qu'elle deviendra un jour une princesse, donc la plus jolie du royaume, ce qui est un but chimérique. Ou l'autre possibilité, c'est la compensation, c'est-à-dire qu'elle va développer l'intelligence, et là, dans ce domaine, elle deviendra de plus en plus intelligente et pourra ressentir cette puissance réellement dans les faits concrets, dans la réalité, dans les rapports qu'elle aura avec les autres. Donc, dans un cas, ce sera un but chimérique qui va créer toute une série de fantaisies et de peurs aussi, et là on est en pleine névrose, ou bien dans une compensation qu'elle pourra effectivement émerger, sentir cette puissance dans la compensation, dans ce super développement de l'intelligence. Et là on voit que Adler va prendre les distances de Freud. Pour Freud, le but d'une action, c'est derrière chaque action, il y a une sexualité qui va engendrer toute une série également de fantaisies, de peurs, alors que pour Adler, c'est cette puissance qui est derrière les buts recherchés dans une action. L'autre aspect, c'est que Adler va mettre l'accent non seulement sur l'enfance, parce que quand il y a un patient qui raconte ce qui ne va pas, il faut aussi faire un peu l'historique de ce qui s'est passé, mais va mettre l'accent sur l'avenir, c'est-à-dire sur les buts que l'enfant se construit, que ce soit avec des fantaisies, que ce soit dans la compensation, et donc dans cette projection avec le futur, que par contre, du côté de Freud, n'apparaît pas du tout. Et là, on voit bien également
les grandes similitudes avec Nietzsche, avec la volonté de puissance de Nietzsche. C'est-à-dire que dans ce qu'on vient de dire concernant la pensée de Adler, ce que va rechercher l'individu, c'est cette puissance, hein, grâce à une idée qui s'est construite, un but qui s'est construit dès l'enfance pour supplier un sentiment d'infériorité, mais cette idée va devenir une idée dominatrice. C'est-à-dire que toutes les autres idées, les autres désirs vont être subjugués, vont être dépendants de cette idée directrice, de ce but directrice, de cette fantaisie directrice. Et à chaque fois, il y a l'envie de réaliser quelque chose, et dans cette envie, c'est l'envie de puissance. Et quand on obtient quelque chose, on veut aussi après obtenir encore plus, et chaque fois, on a cette sensation de puissance qui nous éloigne, sur le moment où on ressent cette puissance, de ce sentiment d'infériorité qui nous avait caractérisé pendant l'enfance. Là, on peut dire qu'il y a la différence entre Nietzsche et Adler, c'est que, comme je disais au départ, pour Nietzsche, c'est une donnée qui est là, c'est une donnée primaire, primordiale. Pour Adler, c'est une conséquence, la volonté de puissance. Eh bien voilà, la prochaine vidéo. Au revoir.